Donc juste en termes, pour faire une petite introduction et vous rappeler le contexte de ce projet Sécogène et de cette cohorte Sonco. En fait, il est possible de prescrire, dans le cas du plan France Médecine Génomique, pour des préindications cliniques qui sont bien définies. Et il y a eu 4 phases de validation, donc en 2019, 2021, 2022 et 2023, qui ont été pilotées par un groupe de travail lui-même piloté par la Haute Autorité de Santé. Et ces demandes de réindication ont été déposées par des professionnels de santé. Et on a une phase qui est actuellement en cours. Donc, à ce jour, 77 préindications ont été validées, 63 pour les maladies rares, 3 préindications pour l'oncogénétique et 9 pour la cancérologie. Et ce qui est prévu, c'est que ces préindications soient évaluées par la Haute Autorité de Santé en vue d'une prise en charge par l'assurance maladie. Et donc, si elles sont évaluées positivement, elles deviendront alors des indications cliniques. C'est pour ça qu'elles ont ce nom un peu bizarre de préindication. C'est pour bien mettre en évidence le fait qu'on est sur un financement transitoire en attendant le passage aux indications cliniques. Alors, la HAS, pour évaluer ces préindications, va s'appuyer sur plusieurs sets de données. Tout d'abord, ce qu'elle aura fait dans le cadre de l'évaluation des panels de gènes par la HAS, par les données qui auront été produites par les projets pilotes du plan France Médecine Génomique, en particulier les projets DEFIDIAG, Glucogène et puis Multisarc, les données d'activité des préindications du plan et le projet d'évaluation médico-économique du PFMG. Alors, ce projet s'appelle le projet Sécogène. Il a été financé par la DGOS dans le même appel à projet que les laboratoires du plan, donc Sequoia et Oragène, parce que la DGOS, à l'époque, avait demandé à ce que toutes les candidatures, en fait, aient 2 volets. Un volet qui présentait le laboratoire qu'elle souhaitait mettre en place et le projet d'évaluation médico-économique qui accompagnait ce projet de laboratoire. Donc, quand Sequoia et Oragène ont été sélectionnés, la DGOS leur a demandé ensuite de fusionner les 2 projets qui avaient été déposés et c'est devenu le projet Sécogène. Donc, c'est un projet qui est organisé en 3 work packages. Le premier est autour de l'organisation et des coûts de production. Donc, il est piloté par Julia Benastre de Gustave Roussy, Jennifer Margier des HCL et Marius Huguet des Mines de Saint-Étienne, avec principalement des analyses de microcosting et le développement d'un outil d'aide à la décision, donc sous forme d'un jumeau numérique. Le Work Package 2 avec des indicateurs de performance et l'impact sur le parcours de soins, donc qui est piloté par Isabelle Durand-Zaleski de la PHP et Hassan Serrier des HCL, avec 2 cohortes de patients consécutifs jusqu'en fin 2023, la cohorte Sonco qui nous intéresse aujourd'hui pour les cancers et la cohorte Samari pour les maladies rares. Et puis un 3e Work Package autour de l'évaluation de l'efficience de scénarios tarifaires et de projections à moyen terme, donc qui est piloté par Lionel Perrier du Centre Léo Bérard, Lise Rocher de Spinomix et Robert Benamouzik de Sciences Po, avec en particulier le chaînage de Sonco et de Samari au SNDS et la réalisation d'études qualitatives. Donc la cohorte Sonco dont on va parler aujourd'hui s'inscrit vraiment dans le cadre de ce projet Sécogène, donc financé par la DGOS dans le cadre du plan et qui est vraiment un projet qui est essentiel pour l'évaluation après des préindications. Donc je vais laisser la parole maintenant à Isabelle pour qu'elle puisse nous présenter plus en avant la cohorte Sonco. Isabelle, ça va. Oui, merci Frédéric. Donc en fait, tout ça a commencé à être élaboré en 2017, puisque comme l'a rappelé Frédéric, ça faisait partie du dossier initialement déposé en Île-de-France sur Sequoia. Et donc ensuite, nous avons fusionné avec le projet d'évaluation qui lui était adjoint au projet Oragène. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Sécogène. Et donc l'idée est de regarder quel est l'impact sur le parcours de soins. Et on avait vraiment d'emblée retenu cet indicateur-là, c'est-à-dire on regarde s'il y a un changement dans le parcours, dans la prise en charge, mais pas du tout sur les résultats de santé des patients. On s'arrête au parcours pour des raisons de faisabilité qui paraissaient invraisemblables de trouver à temps un résultat qui permette
d'identifier un impact sur la santé des patients. Et donc, l'élaboration du protocole a été longue, comme vous le voyez ici, parce qu'il y a eu pas mal d'allers-retours, précisément avec les parties intéressées, la DGOS et les parties prenantes du projet Sequoia et OHL. Donc, diapo suivante. Donc, voilà un peu les étapes. Donc, d'abord des réunions PFMG, DGOS pour déjà définir comment les deux projets étaient fusionnés et quels sont les indicateurs qui allaient être retenus pour essayer d'évaluer l'impact. Donc, il y a des indicateurs à la fois de process des échantillons et de la manière dont fonctionnent les plateformes, sont des indicateurs de délai principalement, vous verrez, et puis des indicateurs sur l'impact sur le parcours de soins. Juste pour mémoire, en fait, cette cohorte est la seule, et c'est celle où il y a le plus de données sur l'impact sur le parcours de soins, puisque sur la cohorte maladie rare, en fait, les indicateurs s'arrêtent au fonctionnement des plateformes. Donc là, nous avons essayé d'aller un peu au-delà du fonctionnement des deux plateformes, mais de voir comment les rendus des résultats des plateformes vont modifier une décision médicale. Mais ça s'arrête à la décision médicale. Et donc, les indicateurs avaient été diffusés en avril 21. Donc, effectivement, tout ça est ancien. Et nous avons fini par obtenir les autorisations réglementaires dont on reparlera, je pense, du CESRES et de la CNIL en 2024. Et donc voilà à quoi ressemble le protocole avec une équipe projet, le responsable de traitement qui est l'AP, responsable de mise en œuvre c'est nous, des responsables scientifiques et puis de la DRCI et puis la DPO de la PHP qui a validé le PIA. Donc, l'idée est d'avoir une cohorte, et donc ça, vous avez vu les dates de constitution de la cohorte, des patients. Ah oui, bien sûr, enfin, ça, vous le savez tous, hein, on a quand même eu un peu de retard avec le Covid, donc ça explique aussi pourquoi la montée, on a essayé de prendre des dates qui permettaient d'avoir une montée en charge du séquençage sur les plateformes qui soit à peu près équivalente à ce qui se passera dans l'avenir. Donc, constituer la cohorte, donc c'est une cohorte exhaustive de l'ensemble des patients pour lesquels il y a eu une demande de séquençage sur l'une des deux plateformes. Donc, nous avons identifié les indicateurs, ce que j'appelle les indicateurs de processus, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la plateforme, et les indicateurs de parcours de soins. Et donc là, c'est qu'est-ce qui se passe à l'issue du rendu des résultats de la plateforme aux cliniciens, avec un suivi de 6 mois. Donc, les indicateurs de processus, c'est les délais d'arrivée, délais de rendu. Donc, ça, c'est vraiment interne aux plateformes. Délai de rendu des résultats, date du séquençage et édition du compte-rendu et RCP d'aval, le pourcentage de patients qui ont eu chaque type de séquençage et le prélèvement pour lesquels le délai entre la date de réception est inférieur à 8 semaines, et là encore par préindication. Donc, cette famille-là, et vous voyez qu'on a réduit au maximum le nombre d'indicateurs pour que ce soit justement le plus facile possible à gérer. Ça, c'est vraiment à l'intérieur de la plateforme, le fonctionnement de la plateforme. Et puis donc, sur les diapos suivantes, des indicateurs de parcours. Et donc là encore, il s'agit de voir qu'est-ce qui a été rendu et comment le rendu des résultats a influencé la prise en charge des patients. Donc, les altérations moléculaires, les patients qui avaient déjà eu une analyse génomique, et ensuite, ce qui était le plus important, et là, on a vraiment construit, à partir de l'expérience que nous avions eue précédemment en oncohématologie, sur un PRME qui s'appelait RUBY2, où nous avions de la même manière essayé de voir l'impact du séquençage de la CNGS sur les parcours patients. Et donc, essayer de voir s'il y a eu, à l'issue des résultats, une recommandation de traitement, et principalement les médicaments et les essais cliniques. Et puis, donc ensuite, là, on s'était arrêté là dans l'étude RUBY. Là, ce qu'on aimerait faire, c'est aller un tout petit peu plus loin ici, c'est de voir si à partir du moment où un essai clinique
est ouvert, est-ce que le patient a été effectivement inclus, et s'il n'est pas inclus. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on avait bien identifié dans le NGS avec Farubi NGS. C'est que dans certains cas, l'essai n'était pas ouvert dans le centre et donc le patient n'avait pas pu être inclus dans le centre, quoique l'essai ait été présent en général en France. Voilà. Et puis le statut vital au moment du retour des résultats. Donc voilà les critères là, de parcours qui seront recueillis et la durée qu'on avait retenue tout simplement pour des raisons pratiques de délai de rendre dû des résultats, c'était 6 mois après le séquençage. Et donc, comment va être fait le recueil? Et là, je pense qu'un très grand nombre d'entre vous a déjà été contacté. Donc, là encore, pour des raisons vraiment de pratique, nous avons proposé 2 situations, 2 solutions. Soit il y a dans les centres déjà présents des ARC, et dans ce cas-là, ils seront financés par nous. Soit il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'ARC, et dans ce cas-là, nous enverrons un ARC pour faire le recueil des données. Ensuite, donc sur les données, donc la promotion c'est la PHP, mais donc l'autorisation CNIL prévoit un archivage de 15 ans, ce qui veut dire c'est sur CleanWeb. Donc c'est sur le logiciel CleanWeb de la PHP, donc toutes les données de la cohorte Sonko seront archivées 15 ans sur CleanWeb, ce qui veut dire qu'elles peuvent être disponibles pour les chercheurs qu'ils souhaiteraient. Donc, je pense qu'on peut en discuter, mais on préférerait pour l'instant que ce soit académique et pas trop industriel comme mise à disposition. Simplement, l'autorisation CNIL a été obtenue pour une finalité donnée, ce qui suppose, et bien sûr, le dossier et l'autorisation sont à votre disposition, ce qui suppose que si les données sont réutilisées pour une autre finalité, il va être nécessaire de refaire une demande d'autorisation CNIL. Mais au moins, les données sont là pour 15 ans. Voilà. Et puis, je pense que Frédéric Novak, vous l'avez déjà indiqué, un groupe d'autorship sécogène a été créé par le plan, et donc il y a une possibilité, bien sûr, d'être dans ce groupe. Voilà. Donc, je vais passer la parole maintenant, merci beaucoup Isabelle, à Lionel pour présenter ce qui va être fait dans le cadre du Work Package 3 de Sécogène. Oui, merci Frédéric. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà, j'ai quelquefois quelques difficultés avec le micro. Donc, dans le cadre du WP3, nous allons travailler sur 4 protocoles, 4 études. La première étude concerne, ou les 2 premières études plus exactement, concernent l'évaluation économique et de façon plus spécifique l'évaluation de l'efficience. L'objectif étant de conduire des études coût-utilité et coût-efficacité avec le calcul d'un ratio différentiel coût-résultat, c'est-à-dire l'évaluation des coûts incrémentaux entre le bénéfice, les patients qui bénéficient de l'innovation, en l'occurrence l'examen pangénomique PFNG 2025 versus des patients qui n'ont pas bénéficié de cette innovation. Et on rapporte ce différentiel de coût au différentiel d'efficacité. Et donc, pour les projets d'évaluation économique, nous avons un volet cancer qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, avec un appariement de la banque de données de cancérologie de l'Institut national du cancer, la PDC, avec la cohorte Sonko, et puis un protocole qui porte sur les maladies rares, et là, avec un appariement des données de la BNDMR avec les données du SNDS, et puis des données qui proviendront des plateformes et donc des logiciels de prescription Spice et Gen. Alors, en complément de ces 2 protocoles d'évaluation économique, nous avons également en charge un protocole d'analyse multicritère d'aide à la décision des examens PET génomiques. Et cette analyse multicritère, nous allons la conduire pour donner des éléments de guidance sur le remboursement d'un examen PET génomique
et les conditions d'accès à cet examen dans le cadre des maladies rares, mais aussi des cancers. On appelle de temps en temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on appelle de temps en temps l'évaluation multicritère une évaluation coût-efficacité élargie parce qu'on prend en compte plus de critères que le ratio différentiel coût-résultat dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, le quatrième protocole concerne l'étude qualitative liée au déploiement des LMB-FMG. Et cette étude qualitative, elle sera portée par Sciences Po, en particulier M. Benamouzik, comme l'a précisé Frédéric en début de présentation. Alors, je vais me concentrer de façon plus spécifique sur un de ces 4 protocoles, en l'occurrence l'évaluation économique dans le domaine des cancers. Alors, l'objectif principal, évaluer à partir d'analyses coût-efficacité et ou coût-utilité l'efficience d'un examen pangénomique PFMG 2025. Et puis, 2 objectifs secondaires associés, mesurer l'impact budgétaire d'un examen pangénomique. Donc là, on prend une population cible plus large. Et puis, identifier les modes de tarification envisageables pour optimiser les prises en charge des cancers. Diapo suivante, s'il vous plaît, Frédéric. Vous ne la voyez pas, Voilà, Lionel? Si, c'est bon. Donc, alors, quelques éléments d'approfondissement merci Frédéric, d'approfondissement du protocole. Donc, la population d'études, l'objectif étant de pouvoir avoir les informations qui nous permettront de calculer le ratio différentiel coût-résultat. Donc, pour la population exposée, eh bien, nous prévoyons de prendre les patients adultes ou enfants répondant aux critères d'une préadéquation d'accès à un examen pangénomique dans le cadre d'un diagnostic de cancer, ayant fait l'objet d'une prescription pour une analyse pangénomique validée en RCP FMG d'amont et d'un compte rendu remis aux patients entre janvier 2021 et décembre 2023. Ça correspond à la période d'inclusion de Sonko et bien entendu que ces patients soient inclus dans la cohorte Sonko. Et puis, la population non exposée qui nous servira de comparateur, eh bien, ce sont les patients adultes ou enfants issus de la PDC, avec un appariement aux patients ayant bénéficié du PFMG 2025, suivant certaines caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, on peut citer... Lionel, c'est quoi la PDC, juste? Excuse-moi, oui, c'est la banque, c'est la plateforme de données de cancérologie de l'INCa. Et ça, c'est vos contrôles? Alors, en fait, donc l'objectif, alors peut-être passer sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. L'objectif, donc pour aller progressivement, nous avons 2 sources de données. D'une part, la PDC et d'autre part, la cohorte Sonko, sachant que la PDC est constituée des données du SNDS ciblées pour les patients ayant un diagnostic de cancer. Voilà, donc en fait, la PDC est constituée d'une sous-population du SNDS. Alors, le système national des données de santé, donc, qui est une base complexe que vous connaissez sans doute, puisqu'on l'utilise de plus en plus. Donc, en fait, pour essayer d'être le plus schématique possible, c'est une base donc, qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie et qui est constituée de bases préexistantes. Alors, nous avons les établissements hospitaliers qui remontent l'information sur les séjours et toute information donc, dans le PMSI, Programme médical de système d'information, et le PMSI remonte ces informations à l'ATIH, l'Agence technique de l'information hospitalière. Et donc, ça constitue une des bases du SNDS. Dans le SNDS, nous avons aussi, c'est une grande richesse, toute la consommation de ville. Et là, ce sont les organismes locaux d'assurance maladie tout régime qui remontent les informations dans un autre pot qu'on appelle le SNIRAM, Système national interrégime d'assurance maladie, dont la création date de 1998. Donc, tout ça, bien entendu, a pris du temps. Et
le SNIRAM, donc le SNIRAM constitue une des composantes du SNDS. Donc, vous voyez que nous avons les consommations hospitalières aussi bien pour la ville que pour l'hôpital. C'est une base de données qui est unique au monde et que bien des pays nous envient. Nous avons également, depuis quelques années, les mairies, les ARS, l'INSEE, qui font remonter des informations au CPDC, le Centre épidémiologique sur les causes médicales de décès. Et donc, cette base CPDC est remontée à l'INSERM, et c'est l'ensemble de ces structures, de ces bases qui constituent le SNDS. Pour être complet, je rajouterai les maisons départementales pour les personnes handicapées qui remontent maintenant de l'information au niveau des MDPH, et c'est géré par la Caisse nationale santé autonomie, la CNSA. Et puis, on a de plus en plus également d'informations liées, transmises par les assurances complémentaires. Voilà, et tout ça constitue le SNDS. Et donc, chaque année, il y a une sélection qui est effectuée pour sélectionner les patients donc, atteints de cancer. Et c'est ce qu'on appelle cette bûche qui contient de quelques millions de patients, qui est transférée à l'Institut national du cancer et donc qui est insérée ensuite dans la PDC. Voilà globalement, la PDC s'enrichit au fur et à mesure d'autres données, mais là, ce serait bien les données du SNDS basées sur les patients en cancer, chaînées à la cohorte Sonko. Alors peut-être simplement une précision supplémentaire sur l'intérêt d'utiliser la PDC, c'est que donc la sélection des patients de cancer est déjà effectuée, mais surtout, en fait, il y a un tri qui est effectué par l'Institut national du cancer pour sélectionner les consommations de ressources qui sont liées à la prise en charge du cancer. Voilà, donc ça évite d'avoir des biais et d'inclure dans nos analyses des consommations qui ne seraient pas liées à la prise en charge des cancers. Donc j'espère avoir la été… notion… ouais, merci, je ne connaissais pas la complexité de ces trucs-là, mais merci, et je me dis qu'il faut que je te fasse intervenir dans un séminaire pour ça. Mais par contre, il y a quand même un biais de sélection énorme des patients qui sont inclus dans PFMG versus les autres, quoi. Enfin, ça… Alors, donc, ce point, vous avez parfaitement raison, hein, tu as parfaitement raison, et ce point fait l'objet de discussions à l'heure actuelle avec l'INCa, parce que les interactions, je dirais, régulières avec l'INCa sont assez récentes hein, sur le protocole cancer. Elle date du mois de novembre-décembre 2024, et donc on réfléchit sur les principales caractéristiques qui serviraient justement à sélectionner les patients témoins. Hein, donc, c'est tout un travail sur le sexe, le mois et l'année de naissance, les dates de soins, mais aussi la localisation, bien entendu, du cancer, l'hôpital de prise en charge, la date de début de traitement et la date du diagnostic, voire également éventuellement ce qui s'est passé avant le diagnostic. Voilà, donc nous sommes en train de travailler sur ces points pour essayer de minimiser les biais. On sait tout à fait que dans ces études, il y a toujours des biais, on ne peut pas faire autrement, mais néanmoins, c'est quand même une richesse de pouvoir travailler sur ces données. Et juste, après je me tais, mais les patients qui ont été inclus mais qui n'ont pas eu de résultat de séquençage, ça pourrait pas être des meilleurs témoins? Ou il n'y en a peut-être pas assez? Ceux où ça a foiré, l'ADN était pourri, etc., ça pourrait pas être une bonne cohorte de témoins, ça? Alors, c'est difficile à dire avant d'avoir les J'ai vu que tout le monde grimaçait, ok, c'était une données. bonne idée. Oui, c'est pas aussi simple. Bah, t'as introduit d'autres Ok, biais. C'est ça pas aussi marche. simple. Mais bon, on peut réfléchir sur cette question-là. Théoriquement, c'est la parfaite cohorte comparaison. Ah non, je me permets de m'inscrire en faux. Il peut y avoir des raisons qui sont liées à la maladie qui font que le matériel est de moins bonne qualité. Enfin, je peux parler pour ma localisation, hein, mais je crois que ça peut être une cohorte intéressante, un contraste intéressant, mais je ne crois pas que ça soit un comparateur parfait. Hein. Je suis assez d'accord. De toute façon, on aura la donnée. Hein. Justement, c'est l'intérêt de la cohorte Sonko, chaînée SNDS,
Si vous voulez ensuite regarder le sous-groupe des patients pour lesquels il n'y a pas eu de résultat, ce sera là, hein, pendant 15 ans. Merci. Donc, en fait, dans ce travail du WP3 sur l'oncologie, il faut bien distinguer 3 étapes. La première étape, c'est l'appariement des données. Enfin, c'est pas, pour le coup, ce ne sont pas ces étapes-là, mais c'est l'appariement des données, ou phase de travail, je dirais. L'appariement des données, donc Sonko et PDC d'une part. Le deuxième point qui est également important en termes de travail, ensuite, c'est la sélection des patients témoins. Et ensuite, la troisième phase concerne bien entendu la réalisation des analyses. Et donc, pour la réalisation des analyses, donc vous pouvez passer à la diapositive suivante. Merci Frédéric. Nous avons prévu 3 étapes dans ce. Alors, je ne sais pas si ce sont bien vraiment des étapes, mais disons que ce sont des étapes dans le sens où les informations nous permettent, in fine, de calculer le ratio différentiel coût-résultat qui constitue le critère de jugement qui permettra de répondre à l'objectif principal. Donc, la première étape concerne la description des parcours et l'estimation des coûts de prise en charge post-séquençage des patients ayant bénéficié d'un examen pangénomique. Donc, dans la conception du projet, en fait, la première étape, c'était de dire on regarde la population qui a bénéficié de l'innovation et on s'intéresse d'une part à la description des parcours, qui devait être initialement, mais je ne sais pas, oui, sur la description des parcours. Alors, la description des parcours, on va l'avoir de façon sur les 6 mois, je crois, hein, Isabelle, de suivi dans la cohorte Sonko. Mais là, ça va être l'avantage du SNDS, ça va être d'avoir également dans la description du parcours, de savoir qu'est-ce qui se passe en médecine de ville. Et puis, en étendant l'horizon temporel, alors dans le cadre du WP3, nous allons l'étendre à 1 an, tout simplement parce que nous devons rendre des résultats, mais ce sera bien sûr important de voir et de savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de cette période de 1 an post-rendu du compte rendu. Et donc, pour la description des parcours, on prévoit de s'appuyer sur les techniques de data mining et de process mining plus exactement, qui permettent de mieux représenter les processus le parcours du patient, avec des techniques innovantes qui ont été testées dans le cadre des sarcomes. Et l'estimation des coûts, eh bien, c'est l'intérêt du SNDS, puisque nous avons l'ensemble des consommations qui ont été en plus filtrées par l'Institut national du cancer liées à la prise en charge des patients. Ensuite, l'étape 2, eh bien, on rentre dans l'évaluation comparative, donc on va essayer de rechercher cette information sur la population témoin, évaluation comparative de l'impact de l'examen pangénomique sur le parcours de soins, donc différencier les deux populations en termes de parcours de soins, en fonction, bien entendu, des localisations. Et après, on essaiera pour chacune des localisations, d'intégrer ce qu'on appelle dans notre jargon des attributs, c'est-à-dire des caractéristiques patients et des maladies. Je mettrai dans le fil de discussion 2 publications qui vous permettront de visualiser mieux, de façon plus... voilà, ça facilitera la compréhension sur ces techniques de visualisation qui s'appuient sur le process planning. Et puis, les parcours les coûts de prise en charge par préindication sur un horizon temporel, donc de 1 an. Et puis, in fine, l'évaluation de l'efficience en rapportant, donc en intégrant les critères d'efficacité. Donc, la survie reste, je dirais, compliquée pour certaines localisations et heureusement pour les patients avec un horizon temporel réduit de 1 an. Mais encore une fois, on a choisi de le réduire à 1 an de façon à pouvoir rendre des résultats dans les délais impartis. Voilà, donc soit on est sur du coût par année de vie gagnée, et dans ce cas-là, c'est du coût efficacité, soit on est du coût, en coût par diagnostic réalisé
ou nouveaux traitements, enfin traitements en adéquation avec ou une meilleure adaptation des traitements. Donc là, on peut s'appuyer également sur de l'information recueillie dans le cadre des indicateurs et des critères de la cohorte Sonko décrits préalablement par Isabelle. Voilà. Et éventuellement, si c'est possible et si on a l'information dans la littérature du coût-utilité, c'est-à-dire une pondération de la survie par la qualité de vie. Là, on ne peut pas faire autrement que d'aller rechercher de l'information dans la littérature puisque on n'a pas ces informations ni dans l'accord Sonko ni dans le SNDS. Donc, diapositive suivante, Frédéric, merci. Alors, pour le calendrier prévisionnel, donc, on prévoit une soumission, enfin une préparation du protocole, une fidélisation plus exactement du protocole pour le mois d'avril, de façon à pouvoir passer au comité scientifique éthique de l'APDC au mois de mai, et ensuite, eh bien, l'autorisation CESRES et l'autorisation CNIL. Nous prévoyons septembre 2025, l'appariement des données décembre 2025, février 2026. Les données Sonko devraient être disponibles en 2025 sur le second semestre pour avoir échangé notamment avec Isabelle sur ce point. Et puis l'analyse et la production du rapport entre mars et décembre 2026, je dirais à partir du moment où nous avons les données, on a l'expérience suffisante pour aller assez vite. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et puis surtout le plus clair possible sur des bases de données qui sont complexes. Merci. Merci Lionel et merci Isabelle.